Retour au plateau après le journal pour la suite de cette émission. Nous allons maintenant au Burkina Faso. 44 civils ont été tués dans l'attaque de 2 villages dans le nord du pays. Ils ont trouvé la mort dans la nuit de jeudi à vendredi lors d'une attaque de 2 villages dans le nord-est du Burkina, près de la frontière avec le Niger, attaque menée par des groupes armés terroristes. Selon un communiqué du gouverneur de la région du Sahel, le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgo, alors selon les détails, 31 civils ont été tués à Kourakou et 13 à Tondi. Je commence par vous, Joa Komi Talaké. Le Burkina mène des manœuvres à l'assaut maintenant des terroristes. On voit des images de propagande, de communication de l'armée burkinabé. Et voilà 2 villages qui sont frappés dans le nord du pays. La question de djihadisme est très sensible. Et je suis tristement désolé de constater qu'il y a quand même l'échange de communication envers ces pays qui sont quand même en guerre ou en rupture de relations diplomatiques avec d'autres puissances. Vous savez, c'est pas un fait nouveau. Ça se passe même quand la France quand la France avait les bases militaires au Burkina Faso, ça se passait tout le temps et tout. Mais cette fois-ci, quand vous suivez surtout les médias, vous pouvez consulter sur Internet, vous allez voir Le Devoir, France 24, TV5 Monde, et cela a été fait, mais tous en parlent d'une manière très accrue. Et ça se dit à la minute que cela se passe. Alors, je voudrais simplement dire, je me dis que pourquoi est-ce qu'il faut s'incliner devant la mémoire des personnes disparues, d'abord, je m'excuse. Et ensuite, rappeler que le fait en tout cas pour ces djihadistes, d'atteindre cette cible malheureusement, c'est exactement le fait qu'ils attendent. C'est-à-dire qu'on parle, qu'on pompe, que les médias en parlent, semer la panique et puis la peur et tout. Vous comprenez simplement que c'est quand même une guerre informationnelle qui est tournée vers ce pays-là dont on ne comprend vraiment pas. Moi, je vois qu'au lieu qu'on en parle, il faut parler aussi des acquis. Est-ce que vous avez quand même vu assez de communication en fait sur des acquis que le Burkina Je rappelle que c'est le gouverneur de la région même qui a sorti un communiqué officiel annonçant l'attaque. Bien sûr, mais le relais, quand vous lisez le contenu de certains articles publiés, ici comme ailleurs, vous allez vous rendre compte que c'est carrément impitoyable. Mais je rappelle aussi que je veux plutôt que nous pas qu'on ignore, mais qu'on communique d'une manière stratégique par rapport à ces genres d'attaques qui ne cessent de se répéter. Parce que l'idée attendue des djihadistes, c'est qu'on fasse quand même une communication assez accrue de ce qui se produit. Cela leur permettra de créer la panique, la terreur, la terreur et tout dans les communautés. Vous savez, lorsqu'on parle ainsi sur les médias et tout, le pauvre qui est là en train de cultiver son champ quelque part, qui voit ça, il est tout de suite paniqué parce qu'il ne sait même pas à quel... Et c'est exactement ça, la victoire. Et là, nous précisons que l'armée burkinabé a lancé des opérations de ratissage, une sorte de contre-attaque, et on aura peut-être les résultats dans les jours à venir. Tout à fait, tout à fait. Et ils sont en train de faire du travail et il faut féliciter ça. Et rappeler à l'opinion nationale qu'internationale que cette bataille qu'a commencé par mener les autorités, que ce soit togolaises, maliennes, nigériennes ou burkinabé, c'est au fil du temps. Ça prendra assez du temps, mais forcément, on aura la raison sur la force du mal. Parce qu'on ne peut pas ne pas vaincre ça. Ils vont y arriver parce que ils ont quand même la volonté, ils ont quand même cet idéal de pouvoir lutter. Et si vous suivez bien, vous allez voir tous les moyens qu'ils sont en train de mettre en place pour pouvoir venir à bout de cette attaque, de ces attaques-là qui sont répétées jour et nuit et qui ne font jamais dormir les Burkinabés et surtout l'Afrique concernée. Nora Novier-Clou, 44 civils tués dans le nord du Burkina, alors que l'armée a repris de l'ascendant sur les groupes. On voit les images de communication des militaires burkinabés. On s'est dit que peut-être ça a commencé par prendre. Et voilà, 44 civils tués dans 2 attaques dans 2 villages. Oui. Alors, oui, l'armée burkinabé est en train de déployer les moyens pour... je vais dire, contenir ces groupes extrémistes. Mais il faut reconnaître que l'extrémisme violent est une situation assez complexe où on ne maîtrise vraiment pas.
du moment où vous pensez que vous êtes en train d'avancer, vous êtes en fait étonné et surpris qu'en fait, ils contretournent, ils prennent d'autres moyens pour vous surprendre. Et c'est en fait toute une machine, si vous voulez. C'est toute une machine assez invisible, malheureusement. Et donc, on ne peut pas se dire que c'est... on ne peut pas juste avoir, je dirais, l'espoir que parce qu'il y a des choses qui se font, qu'ils ne vont pas réagir. Malheureusement, c'est le constat. C'est des gens qui sont assez rapides, qui sont assez, je vais dire, rusés, outillés également. Et c'est là aussi la complexité de l'histoire, parce qu'on se dit, mais où sont-ils? Ils sont soutenus par qui? Et comment opèrent-ils à ce que jusqu'à maintenant, pratiquement plus de 8 ans au Burkina, pour le cas du Burkina, où on n'arrive pas à les contenir? Alors moi, ça m'amène à une autre réflexion. Est-ce que c'est pas le lieu pour les acteurs membres de l'initiative d'Accra de réfléchir à la stratégie d'intervention des pays membres de cette initiative qui voudraient en fait renforcer la collaboration transfrontalière et surtout la collaboration sud-sud pour faire face à cette situation des groupes extrémistes. Parce qu'en fait, ils sont très agiles, ils sont très rapides et, comme on l'a dit, très outillés. Ça pose un problème. Un seul pays ne peut pas faire face à cette situation. Ça, il ne faut même pas rêver. Il faut une action conjointe, concertée, mais vraiment très efficace, surtout au côté logistique également. Mais je pense qu'aujourd'hui, nos pays ont un peu de soucis au niveau logistique. La logistique que nos pays ont, je ne pense pas ne sont pas encore assez suffisants. Il y a besoin d'appuyer, de soutenir. Et donc, je me dis, naturellement, les acteurs internationaux également, qui, quelque part aussi, sont interpellés par cette situation, si nous sommes dans cette logique de solidarité mondiale, forcément, doivent aussi voir comment appuyer ces pays africains qui déjà se battent pour faire face à cette situation assez triste qu'est l'avancée de l'extrémisme violent du Sahel vers les pays côtiers. Et donc, oui, le Togo aussi, quelque part, est interpellé. Et naturellement, on sait, depuis un moment, et le Togo, Bénin, Ghana, chacun essaie de pouvoir faire face à la situation. Mais je dis encore une fois qu'il faudrait renforcer la synergie. La synergie entre tous ces pays-là et les pays côtiers, mais aussi avec les pays du Sahel. Parce que si on oublie le Mali, on se dit on met l'énergie sur le Burkina, on n'a rien fait. Si on met l'énergie sur le Burkina, on laisse le Mali, on n'a rien fait. En fait, il faudrait concerter les actions, les énergies pour pouvoir espérer, dans un futur proche, résoudre ce problème. Sinon, on en aura encore malheureusement pour longtemps. D'ailleurs, ça fait cette histoire commencer depuis 8 ans au Burkina comme quelque chose de quelques jours, mais voilà, on y est encore. Donc, c'est assez compliqué. Et ce n'est pas étonnant, en fait, pour venir à ta question de départ, de voir qu'en fait, malgré les efforts, il y a encore des situations comme ces genres d'attaques de tuerie. Et quand nous savons qu'en fait, les groupes extrémistes ont pour logique de déstabiliser, mais surtout de démoraliser. Et donc, ils vont toujours frapper là où on ne les attend pas pour, en fait, on peut aussi brouiller les pistes. Parce que quand ils frappent ici, vous tournez votre énergie, ils sont en train de faire autre chose ailleurs. Et donc, c'est assez complexe comme situation. Mais je ne pense pas que c'est impossible de pouvoir les contenir. Si on a cette volonté de se soutenir, je pense que c'est possible de pouvoir les canaliser. Ok, d'accord. Germain Pouli, de Burkina, qui est sur une nouvelle attaque des groupes terroristes qui font des victimes, 44 au total. Oui, c'est beaucoup. Et selon certaines ONG, je pense que on arrive déjà autour de 10 000 victimes aujourd'hui, avec un peu plus de 2 millions de personnes qui se sont déplacées au Burkina. En 8 ans de crise, c'est énorme. Et les 3 derniers présidents qui ont essayé n'ont pas réussi. Et maintenant, c'est d'ailleurs eux qui ont connu cette situation. Voilà, le jeune capitaine qui a pendant longtemps été un homme au front, aujourd'hui réorganise la riposte à sa manière et le communiqué pendu par le gouverneur avait aussi entre autres pour objectif de mobiliser les jeunes à s'enrôler comme volontaires pour la défense de la patrie. Donc c'est dire que le Béjaïen, on veut faire aujourd'hui de presque tous les Burkinabés des combattants. Donc quand on se
phénomène. Les efforts sont louables, mais les résultats, malheureusement, sur le terrain, ne sont pas maîtrisables et ne sont pas forcément au rendez-vous. Donc on assiste d'un côté à une forte communication du gouvernement qui tient à rassurer sa population, et d'un autre côté la réalité qui est là et que décrivait Nora tout à l'heure, c'est que à tout moment ces gens-là peuvent encore frapper partout au Burkina, ou du moins là où on ne les attend pas, en tout cas dans les zones où ils sont suffisamment implantés. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est revenir encore une fois à l'échec de ces 2 derniers coups d'État au Burkina Faso, parce que malheureusement, ce qu'on a reproché à Kaboré, les 2 derniers présidents ont un bilan beaucoup plus lourd. Quand on fait le décompte, les pertes qu'on a enregistrées, c'est beaucoup plus lourd. C'est dire que c'est pas une question de pouvoir, c'est pas une question de chasser un président pour espérer régler les choses. C'est un combat d'une autre nature que malheureusement les pays qui sont concernés, dont le nôtre aussi, qui vient d'être entaché, et cherchent des pistes de solutions, mais non pas la solution définitive. Donc il faut encore aller vers les concertations, vers des coopérations, attendre du soutien. Vous avez vu récemment, les États-Unis ont accordé une aide de 100 millions de dollars à 5 pays africains, dont le nôtre. Certains dans cette zone ont été exclus de cette aide-là, ce qui n'arrange pas l'organisation de la riposte. Comme on l'a constaté tous ici, c'est que ce n'est pas au niveau de chaque État qu'il faut le faire. Et ces pays, ces villages dont on parle sont des villages frontaliers avec le Niger. Le Niger qui a accueilli une base française, les Burkinabés qui ont chassé les Français, le Niger aussi qui subit aussi des attaques. Donc nous sommes dans une situation très compliquée qui ne permet pas, c'est pas l'occasion de jeter la pierre à qui que ce soit, parce que personne en réalité ne maîtrise la situation. Il faut se chercher encore. La lutte est menée diversement. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi se tourner vers d'autres pistes de solutions? Là, aujourd'hui, on parle de la riposte armée, on parle aussi des actions de lutte contre la pauvreté dans ces zones-là. Et l'autre option à laquelle on pense moins, c'est l'option des négociations. Est-ce qu'il ne faut pas ouvrir des pourparlers avec des gens, même si c'est des criminels, parce qu'on en a vu dans les pays où on a fait avec les rébellions. Aujourd'hui, on les appelle les terroristes. Avant, on les appelait des rebelles. Ça n'a pas changé, l'activité. Ce pas des choses différentes, ce rebelle et terroriste? À mon avis, c'est la même chose, sauf qu'on change de terme. Aujourd'hui, on les appelle... c'est la même chose. Les rebelles, on peut négocier avec eux, on peut signer un accord avec eux et faire taire les armes. Les terroristes, on les présente autrement. Mais ces terroristes, pour la plupart, ce sont des nationaux, ce sont des gens du pays. Ou même s'ils ne sont pas totalement des nationaux, ils recrutent une bonne partie de leurs éléments sur le territoire où ils opèrent. Est-ce que fondamentalement, il n'y a pas une différence entre l'idéologie terroriste et l'idéologie d'un rebelle qui aspire peut-être à prendre le pouvoir? En fait, tout ça a évolué. Au début, on parlait de djihadisme. On liait ça à la religion. Aujourd'hui, ce n'est même plus lié forcément à la religion. Donc c'est autre chose. Il n'y a pas une revendication propre des terroristes. Vous ne saurez pas ce qu'ils recherchent, si ce n'est que créer la terreur, déstabiliser la zone. Il n'y a plus de revendications. Avant, on disait, ben voilà, c'est tel groupe qui dépend de telle ligne idéologique, religieuse, ils se sont séparés à tel moment, tel. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam dans cette affaire. Donc, ce n'est plus des djihadistes aujourd'hui, c'est des terroristes, on parle même d'extrémisme. Donc, le phénomène évolue. Le phénomène, difficilement, on ne peut pas le cerner. Si quelqu'un dit, mais c'est pour ça que la solution est très difficile. Moi, je pense qu'au-delà des efforts qui sont consentis, peut-être aussi, il faut envisager, parce que vous savez que ces gens-là, quand ils sont des otages et tout ça,
La dernière fois, on a félicité le Niger qui a réussi à faire la médiation. On a libéré notre confrère français, on a libéré une américaine et tout ça. C'est dire qu'il y a toujours des passerelles, des négociations entre ces gens-là et les pays qui sont attaqués. Donc, peut-être aussi, à mon avis, il faut sonder cette troisième voie parce que cette guerre-là, Joao le disait, Joao est convaincu qu'on va la remporter. Mais à quel prix? Vous allez voir, peut-être qu'on va la remporter un jour, mais quand on va se retourner pour voir tous les dégâts, tout ce qu'on a eu en termes de pertes de vies humaines, de civils, de militaires, de déplacés, de tout ce sur quoi on observe, peut-être qu'on aurait pu faire économie en pactisant avec le diable. Peut-être, hein, je pense que peut-être il faut que nos pays aussi commencent par réfléchir dans ce sens. C'est vrai, pour le moment, il faut la riposte, il faut agir sur le plan social et tout ça. Mais on est en face d'un ennemi qu'on ne connaît pas, dont on ne maîtrise plus les intentions, les revendications, le mode opératoire et tout ça. La dernière fois, j'ai discuté avec des jeunes militaires qui sont rentrés de savanes et qui vous disent que là, aujourd'hui, les gars, ils placent leurs engins explosifs dans les arbres. Dans les arbres. Oui, dans les arbres. Donc vous voyez ça, tout devient complexe. C'est plus les mêmes méthodes. Donc il fait chaud aujourd'hui, vous pouvez même pas vous reposer sous un arbre aujourd'hui. Donc c'est très compliqué. Moi je pense que l'Afrique doit peut-être penser à trouver d'autres solutions que de suivre ces solutions purement militaires qui font que nous nous plaignons que ces terroristes sont plus armés que nos armées, et nous courons vers l'armement, mais en même temps, ils aussi déploient d'autres stratégies, et nous mettons nos énergies dans une lutte à l'issue vraiment incertaine. Je pense qu'il faut que les Africains se réunissent, en plus de l'aide que l'Occident nous approche, c'est une bonne chose. Okay. Mais il faut commencer par songer à une solution africaine à ce phénomène-là. Merci beaucoup. Joao Komitalaki, un dernier mot avant de clore sur ce sujet. Oui, bon, un dernier mot peut-être, c'est pour intervenir par rapport à ce que M. Germain a dit. C'est très pertinent parce que lorsque toutes les pistes sont explorées, il faut forcément arriver à voir qu'est-ce que ces terroristes ou encore ces terroristes réclament, quelle est la base de leur réclamation, qu'est-ce qu'ils veulent concrètement. Je pense que c'est partant de là qu'on pourra trouver une solution parce que toutes les approches utilisées jusqu'ici sont vouées à l'échec. Et tous les pays les ont appelés peut-être à déposer les armes et puis en plus de cela, ont rejeté officiellement les options des négociations. Hein. Oui, l'énigme qui reste derrière, c'est que c'est des Africains qui combattent des Africains avec des armes qu'on ne peut pas fabriquer en Afrique. Bon, c'est compliqué de comprendre. Et tout ça, c'est vraiment compliqué et il faut forcément que nos dirigeants travaillent sur une autre approche qui permettra vraiment de discuter avec ces personnes-là, étant donné qu'ils sont... Parce que, vous savez, chaque être humain dispose d'une conscience et il faut savoir lui parler, l'interpeller et je crois sincèrement que ça va changer. De Ranovier Clou, un dernier mot peut-être. Alors je dis, c'est une situation assez complexe. Je me dis, rentrer dans un groupe extrémiste, à un moment donné, vous n'avez plus de conscience en fait. C'est des gens à un moment donné qui ont je dirais une conscience émoussée. Donc pas possible de parler à leur conscience. Non, sur la conscience, j'en doute. Okay. Mais par rapport à ce que Germain disait, en fait aujourd'hui, la question de est-ce que ce sont des rebelles, c'est des groupes extrémistes, je crois que c'est cas par cas. Il y a des pays où il y a des situations où c'est carrément des rebelles ou qu'on connaît avec des revendications très claires. Ceci, par exemple, l'avant-dernière attaque de juin, c'était l'État islamique qui l'a revendiqué. Oui. Et donc, on sait clairement ce que veut l'État islamique. Mais je suis d'accord aussi que sur ces groupes-là, c'est-à-dire Al-Qaïda et État islamique au Grand Sahara, il y a des petits sous-groupes qui se sont greffés. Et c'est là que ça rend complexe la situation. Ok, d'accord. Nous allons marquer la pause avant de revenir pour la dernière partie de cette émission.